Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 14 juillet. Et justement, le 14 juillet et son défilé pour agir ensemble. Plus de 4000 militaires sur les Champs-Élysées pour une cérémonie placée sous le signe de l'Europe. Mais après la parade militaire, des tensions entre manifestants et policiers ont éclaté. Après la France, un tour à Brazzaville où le président du Sénat ivoirien présente les efforts de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de la couverture maladie universelle. C'était au cours du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé. Dans ce 20h, on parlera de migration des enfants. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso s'unissent contre le fléau dans la zone sous-régionale ouest-africaine. C'est une initiative de Save the Children et vous le verrez dans quelques instants. Enfin, ce fait insolite ce soir, 4 éléphants retrouvés bien vivants dans la ville de Méagui. Les 4 pachydermes seraient venus selon des témoins du parc national de Taï de la région de la Nawa. Bienvenue dans ce 20h, proposé maintenant raison de la CAN. On aura comme d'habitude les images des 2 matchs de ce soir au cours de cette édition qui va durer 45 minutes. Tout d'abord, le 14 juillet, la fête nationale de la France et ce message du président Alassane Ouattara adressé à Emmanuel Macron, président de la République française. Message de félicitations et des vœux de bonheur, de paix et de progrès pour le peuple français. Le chef de l'État ivoirien se félicite des relations d'amitié et de coopération qui existent entre son pays et la France. La France est le défilé militaire de ce 14 juillet placé sous le signe de la coopération européenne. Mais après la parade militaire, des tensions entre manifestants et policiers ont éclaté. Au moins 175 personnes ont été interpellées à Paris. Direction Brazzaville, où le président du Sénat de Côte d'Ivoire a été reçu par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Herman Guivet, envoyé spécial à Brazzaville. Palais présidentiel de la République du Congo, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio-Jano, reçu en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Avec le président du Sénat ivoirien, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République du Congo, son Excellence Thérèse Ndrioman. 1h45 d'échange, divers sujets abordés, les actions de développement engagées dans les 2 États, la coopération parlementaire, économique entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Je voudrais remercier le président Sassou Nguesso d'avoir accepté de me recevoir sur recommandation du président Alassane Ouattara, son frère le président Alassane Ouattara. Nous avons échangé, parlé de la situation générale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, et tout le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé aussi sur tout le travail qui est fait aujourd'hui en République du Congo. Nous voyons que le Congo est en train de refleurir et que les fruits de cette croissance, de ce développement économique et social sont visibles. Ensuite, nous allons parler de la zone, la ZELEC, la zone économique de libre-échange en Afrique. Comment est-ce qu'on devait construire des infrastructures pour accélérer le commerce en Afrique. Parler de la fraternité qui a entre lui et le président Alassane Ouattara, puisque la Côte d'Ivoire et le Congo, dans toutes les conférences internationales, sont toujours côte à côte. Et cette fraternité existe aussi par transition entre le président du Parlement congolais et moi-même, et le président du Parlement ivoirien. Donc nous avons salué cette fraternité et recommandé qu'il fallait qu'elle continue. Le président du Sénat ivoirien a félicité les autorités congolaises pour l'excellence de l'accueil réservé aux délégations participantes au sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé et la qualité de l'organisation de ce sommet international. Ahoussou Kouadio-Jano, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, a eu un tête-à-tête avec le président du Sénat congolais, Pierre Mbolo.
Sur place, le président du Sénat présente les efforts de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de la couverture maladie universelle. C'était au cours du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé. Plusieurs panels se sont tenus, sommet organisé par le Parlement panafricain. Herman Guivet depuis Brazzaville. Atteindre la couverture sanitaire universelle, le rôle du Parlement panafricain et des parlementaires africains. C'est autour de ce thème que leurs excellences Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale du Gabon, Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale du Congo, pour ne citer que ceux-là, ont livré leur communication. Pour la partie ivoirienne, le président du Sénat, Ahoussou Kouadio-Jano, a présenté les actions engagées par la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de santé des populations, mieux aboutir à la mise sur pied de la couverture maladie universelle. 90% de la population ivoirienne, soit 25 millions d'habitants, ne bénéficiait d'aucune couverture de maladie. Il s'agit d'offrir à la population ivoirienne des soins de qualité, des infrastructures de qualité, mais surtout l'accès d'une manière égalitaire à tous les centres de santé. Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de libre accès et d'égalité aux soins de santé, construit des infrastructures. Quant à la couverture maladie universelle, nous avons à ce jour 1 400 000 personnes. Elle est obligatoire pour toute personne. Il suffit d'habiter le territoire ivoirien et de travailler. La distribution des cartes d'assurance maladie a commencé. Le taux minimum de cotisation est de 1000 francs CFA. Les expériences ont commencé avec les étudiants et les planteurs de café et de cacao, puisque ceux-ci ont un revenu. Un panel que l'on pourrait aisément qualifier de panel des présidents d'institutions parlementaires. Tous ont réaffirmé la nécessité, mieux l'urgence pour les parlementaires de s'investir à fond dans la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Ici en Côte d'Ivoire, précisément à Madinani, dans le Kabadougou, l'accès à des soins de santé reste une priorité majeure. Dans le cadre du programme social du gouvernement, des journées médicales gratuites sont initiées dans la localité au profit des populations. Kader Sogodogo, RTI, Boaké. La mairie de Madinani, soucieuse du bien-être de ses populations et s'inscrivant résolument dans le programme social du gouvernement, initie des journées de soins gratuits. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation le 6 août 2018, a instruit son gouvernement à l'effet d'accentuer ses efforts en matière de politique sociale à travers le plan social du gouvernement PS Gouv. PS Gouv met un accent tout particulier qui touche au quotidien de la population et en particulier un accent sur la santé, la protection sociale, la lutte contre la pauvreté. Les localités ciblées sont Madinani commune et les villages de Sanaba, Sokouraba, Fimbiasso et Kebiko. Des consultations en médecine générale, gynécologique, dépistage des troubles liés à la tension et au diabète avec des remises de médicaments gratuits. Des soucis en moins pour la population. Parce que ça va nous enrager beaucoup. Avant, là, on n'a pas la route. Si femme est enceinte, il voulait faire couchement. Si on prend un camion pour aller au Djene ou bien à Bouniali, là, d'ici on est arrivé là-bas, c'est chaud. Dominique Santou, préfet de Madinani, et Dr Mbesso Ahmed Fabrice, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ont pour leur part invité la population et l'ensemble du corps médical à faire de cette opération un succès total qui répond à la volonté du gouvernement de faire du social une réalité partout en Côte d'Ivoire. On s'intéresse au projet intitulé « Appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion sociale ». La première phase a été lancée en 2017. Elle a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 1600 personnes. Aujourd'hui, la deuxième phase vient d'être lancée. C'est un projet financé par l'Allemagne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Reportage Isayo Tchona. L'Allemagne et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, veulent jouer un rôle
prépondérant dans la prévention, la consolidation de la paix et l'inclusion sociale en Côte d'Ivoire. Ils viennent de signer un mémorandum d'accord en présence du ministre Mariatou Koné. Et ici, c'est une mesure concrète, c'est un défi qui existe dans tous les pays et qui affecte aussi d'autres groupes, pas seulement les rapatriés. C'est pourquoi je trouve ce projet particulièrement instructif. Nous accompagnons une stratégie très ambitieuse, volontaire, déterminée. On doit saluer l'engagement du gouvernement et de la ministre en particulier. Le PNUD, le HCR, l'UNESCO, toute une série d'agences concourent depuis le départ de l'ONUCI à cette coopération au service des populations pour une gouvernance de qualité et puis une capacité de résilience et de réactivité pour les populations et leur devenir en termes socio-économiques et de développement durable. Cette signature de convention marque le démarrage effectif de la phase 2 du projet, appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de l'inclusion sociale. Toutes ces personnes ont saisi la main tendue du président de la République. La quasi-totalité des réfugiés sont rentrés. Et pour les personnes qui sont rentrées, des projets sont mis en œuvre. C'est presque 3 milliards qui sont remis aujourd'hui pour mettre en œuvre des activités pour la réintégration socio-économique de ces personnes qui ont accepté de rentrer au pays, de ces personnes qui ont accepté de retourner sur leur ancien lieu de résidence afin de leur donner la dignité, afin de leur permettre de vivre en sécurité auprès de leur famille. Cette phase 2 du projet, d'une durée de 32 mois, est financée par l'Allemagne à plus d'1 milliard de francs CFA et par le PNUD à plus de 86 millions de francs CFA. Pour rappel, la première phase du projet, financée par l'Allemagne et le PNUD en 2017, a permis l'amélioration des conditions de vie de plus de 1600 personnes à travers des activités génératrices de revenus. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso mettent dans la main pour mettre fin au phénomène de migration des jeunes et des enfants dans la zone sous-régionale ouest-africaine. C'est une initiative de Save the Children. La suite avec Franck Quadio. Trouver les moyens nécessaires pour arrêter la migration des enfants entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est la volonté partagée par les services de l'État et le secteur privé impliqués dans la protection des jeunes et des enfants dans ces 3 pays. L'initiative est de Save the Children. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une cartographie sur le flux migratoire des enfants qui nous montre exactement pourquoi ces enfants migrent au niveau de ces 3 pays et ils sont à la recherche de quoi. Nous avons les données chiffrées, mais nous avons aussi également les besoins réels de tous ces enfants migrants. Selon les chiffres de Save the Children, 11 000 enfants et jeunes ont été identifiés dans les flux migratoires entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso d'octobre 2018 à mai 2019. Si la plupart n'est victime de maltraitance, elle est très souvent exploitée de façon abusive. En recevant donc ces données collectées sur les flux migratoires et la violation des droits des enfants, les participants sont appelés à tout mettre en œuvre pour améliorer la situation. Quand on parle d'enfants, on parle plus d'espoir finalement. Et ces enfants-là, ils ont besoin de sentir que dans leur pays ou dans le pays voisin, parce que c'est leur pays aussi, ils ont de l'espoir de vie. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent être soignés, ils peuvent grandir, avoir des perspectives de vie, ils peuvent aussi rêver. Généralement dans nos pays, il n'y a pas tellement d'évidence. Alors que pour prendre une décision, il faut des évidences. Donc avec ce projet, nous avons des évidences au niveau de la région de Sikasso, particulièrement le cercle de Sikasso et le cercle de Kadiolon. Donc ça va nous permettre de prendre des décisions concernant les enfants en mobilité. Rappelons que cet atelier qui a duré 2 jours est issu du projet Rabat Process soutenu par l'Union européenne. En plus des préfets et des officiers de gendarmerie nationale, cet atelier a enregistré la participation de représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine étaient au centre du magazine du dimanche. Hamza Diaby a échangé sur le sujet avec Touré Seydou, directeur de la coopération internationale et sous-régionale, négociateur principal de la Côte d'Ivoire pour cette zone. Nous vous proposons un extrait. Une zone de libre-échange, c'est un ensemble de pays qui, dans le cadre du processus de l'intégration de leur économie, ont convenu d'éliminer l'essentiel des droits de douane sur les échanges de produits et services qui se font entre eux. Et c'est la première étape du processus
d'intégration économique régionale. Eh bien, étant la première étape, il y a plusieurs étapes qui viennent, 4 autres étapes qui suivent, pas de façon linéaire, mais en tout cas de façon à aller progressivement vers une intégration de plus en plus poussée. On note l'union douanière après la zone de libre-échange qui est caractérisée par un tarif extérieur commun. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape du marché commun qui est caractérisée par la libre circulation des facteurs de production. Ensuite vient l'union économique, l'harmonisation des politiques économiques des différents États et qui fait place ensuite à l'union économique monétaire caractérisée par une monnaie commune qui est instaurée. Et puis, enfin, l'union politique et sociale. La ZLECAf répond à plusieurs besoins spécifiques. Il faut dire que ça a été l'occasion de concrétiser le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, qui, créée en 1963, les pères fondateurs rêvaient d'aboutir à long terme à une vraie unité africaine. Et c'est aussi une occasion de donner à ces zones de libre-échange continentale le projet phare, de faire de cette zone-là le projet phare, l'agenda 2063, qui projette justement une Afrique intégrée, prospère et puis paisible, avec un continent économique unique. Voilà, c'était un extrait du magazine du dimanche sur la zone de libre-échange continentale africaine. Dans l'actualité ce soir également, le retour de Variétoscope. La première phase des présélections de cette émission a eu lieu hier à la mairie d'Abobo. Au terme de 7 manches, 2 groupes ont obtenu leur ticket pour les phases éliminatoires au Palais de la Culture de Treichville. Isaïo Tchona pour les temps forts. Après 10 ans d'interruption, Variétoscope, l'émission culturelle de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, RTI, est de retour. Pour ce retour, la cour de la mairie d'Abobo accueille la première phase des présélections. Et malgré la pluie, les spectateurs sont sortis nombreux. Quand j'ai entendu qu'ils vont organiser cette année, ça m'a motivé de venir voir. Pendant que Variétoscope était sous le ténoir, nous on a continué d'organiser Sankofa à Bassam. Et donc on peut dire que c'est bien que Variétoscope revienne. Sur le podium, les groupes rivalisent d'ardeur et de créativité au grand bonheur du public. De quoi réjouir les initiateurs et personnalités. Variétoscope, c'est la culture, mais c'est aussi l'endroit où les artistes viennent prester. Et nous sommes très très contents pour eux qu'une autre lucarne s'ouvre pour ces artistes-là. Nous allons mettre le paquet, comme d'habitude, pour essayer de satisfaire tout le monde. Le retour de cette émission nous plaît aujourd'hui parce que le directeur général lui-même est un homme de culture. Il ne pouvait pas ne pas accepter le retour de Variétoscope. Le maire d'Abobo veut faire d'Abobo le centre de la culture ivoirienne. Vous savez qu'après 11 ans de notre diffusion de Variétoscope, et aujourd'hui, nous avons vu Variétoscope apparaître. C'est qu'il y a eu beaucoup de lobbying à certains niveaux. C'est le lieu de remercier le directeur général de la RTI, à travers lui, le ministre de la Communication. À l'issue de cette première présélection, 2 groupes ont été retenus pour disputer les manches éliminatoires au Palais de la Culture de Treichville. La deuxième étape des présélections se tiendra le 20 et 21 juillet prochain dans la ville historique de Grand Bassam. Voilà, Variétoscope signe donc son retour plus de 10 ans après. Et c'est aussi reparti pour le festival Tonkwi Nidalé, le festival des arts et de la culture dans le président du conseil régional du Tonkwi, Albert Mabritoakeus, a donné le top départ des festivités hier. Franck Djadji et Franck Kouadio. La nature, les ponts de lianes, les danses, les costumes et coutumes, des merveilles de la région du Tonkwi. Un riche patrimoine naturel et culturel que la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture dans Tonkwi Nidalé se propose de valoriser.
Le festival est lancé à Abidjan par le président du conseil régional du Tonkpi, Abdallah Mabry Touakeus, et les cadres de la région. Nous voici à nouveau réunis avec pour objectif clé la promotion de la culture et le développement de l'économie mauve dans le Tonkpi et en Côte d'Ivoire. Le conseil régional, en initiant ce processus de valorisation, vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de préparer les fils et filles de cette région à pouvoir faire de leur culture un socle de développement et de faire aussi de la culture un socle de la cohésion sociale et de la paix. Le Festival des arts et de la culture dans se veut une plateforme d'échange pour la promotion des activités économiques et artistiques avec le Maroc comme invité spécial international. Le Tonkpi Nidalé, source du bonheur en langue dan, est aussi un socle de cohésion sociale. Et la cohésion sociale a besoin de fréquentation des gens. Et quand les gens se fréquentent, ils se parlent, ils se comprennent. Donc, c'est une amitié renforcée. Et la chefferie traditionnelle qui est au fait de la réconciliation et du bien-être des populations sera saisie pour faire en sorte que les Ivoiriens se parlent et qu'ils dansent ensemble et qu'ils parlent le langage de la fraternité. Ce sera une très bonne chose pour nous, d'aller vers nos frères de Mans. Expositions, colloques et tourisme sont au menu de cet événement. La 3e édition du Festival des arts et de la culture dans se tiendra du 8 au 14 décembre 2019. Reportage signé donc Jean-Marc Djadji et Franck Quadio. 5 années que le conseil régional du Tonkpi travaille pour le développement de la région. Plusieurs projets ont été réalisés. Routes, centres de santé, écoles et collèges de proximité, électrification et adduction en eau potable de plusieurs villages. C'est le bilan des actions dressées hier par le président du conseil régional, Albert Mabry Touakeus, juste avant le lancement du festival Tonkpi Nidalé. Frédéric Oulaï et Serge Collier. Le conseil régional du Tonkpi présente un bilan positif pour les 5 dernières années d'exercice. Selon les fils et cadres, le Tonkpi est en marche avec un nouveau visage. Des écoles et des centres de santé ont été construits ou réhabilités, des centaines de kilomètres de routes, des dispensaires, des maternités, des logements, l'électrification et l'adduction en eau potable des villages sont à mettre à l'actif du conseil régional. Je félicite le conseil général pour ce qu'il est en train d'entreprendre d'abord. La cohésion sociale d'abord que lui il prend, c'est cette cohésion sociale que nous attendons et que cela peut prétendre au développement essentiel même et l'évolution même de notre département et surtout le Tonkpi. C'est une œuvre de longue haleine et nous ne pouvons qu'encourager le président Mabry à continuer dans son élan. Et nous sommes là pour l'encourager. Le conseil régional du Tonkpi, avec à sa tête le ministre Albert Mabry Touakeus, entend poursuivre ses efforts. Pour accélérer le développement, les autorités prévoient un programme triennal de développement 2020-2022 estimé à plus de 34 milliards de francs CFA. Nous avons élaboré le plan de développement stratégique au niveau de la région avec 258 idées de projets et nous sommes en train de mobiliser les cadres autour et le prochain forum économique que nous allons organiser en décembre va donc présenter les différents projets aux investisseurs que nous ferons déplacer sûrement. Pour ces 3 années à venir, le président du conseil régional va mettre l'accent sur le renforcement des infrastructures touristiques et culturelles. Il prévoit la mise en place de fonds en vue du financement des activités génératrices de revenus. Au niveau politique, le nouveau président du conseil régional du Guémon a opté pour le RHDP. Il vient d'être investi officiellement par ce parti. C'était en présence des ministres Issa Coulibaly et Kobena Kwasi Adjoumani. Le point avec Kader Sogodogo. Docteur Célestin Seredo Adjaro, tenu par les ministres Issa Coulibaly et Kobena Kwasi Adjoumani, est installé officiellement dans ses fonctions de président du conseil régional du Guémon. Élu en tant qu'indépendant, sa soif de paix et de développement pour le Guémon l'ont amené à militer chez les Oufotistes, le RHDP. La Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, est au travail. Il faut être myope pour ne pas le voir. Notre pays est effectivement en chantier dans tous les secteurs.
routier, maritime, aéroportuaire, industrie, santé, éducation. Président Alassane Ouattara, assez. C'est à Diokoué, chef-lieu de la région du Guémon, devant des milliers de personnes, que le parrain de cette cérémonie, Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, a félicité le président nouvellement installé pour son choix judicieux. Chers frères militants, Seredo, en choisissant le RHDP, tu as choisi le train le plus sûr pour permettre à Diokoué et à la région du Guémon d'atteindre sans obstacle et le plus rapidement la gare du développement. En choisissant le RHDP, tu as aussi choisi l'usine la plus grande, la plus équipée et la plus riche en ressources humaines de qualité pour valoriser les immenses potentialités de la région du Guémon. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Son représentant, le ministre Issa Coulibaly, au parrain, donne la vision de la nouvelle Côte d'Ivoire avec le RHDP. Le RHDP, c'est un rassemblement des enfants de Houphouët-Boigny, des fils et des filles du président Félix Houphouët-Boigny, qui, tirant les leçons de notre récente victoire, se sont donnés pour ambition de conjuguer leur énergie, leur intelligence pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire rompe définitivement avec ces éternels recommencements. Bonne note du côté du Guémon. Cette forte mobilisation de populations qui sont restées pendant plus de 7 heures de temps. Une mobilisation et une patience qui en disent long. Des jeunes se réclamant de l'ex-LMP et de la jeunesse du PDCI de la sous-préfecture de Yakassé-Féassé adhèrent aussi au RHDP. Ils ont été reçus par le ministre Pascal Kwaku-Abina, vice-président du RHDP chargé de la région de l'Est. Le point de la cérémonie à Bengourou avec Emman Niamie. Ils sont issus de l'ex-majorité présidentielle LMP et de la jeunesse du PDCI-RDA de la sous-préfecture de Yakassé-Féassé. Ces deux groupes de jeunes sont venus annoncer au vice-président du RHDP chargé du Grand Est qu'ils adhèrent désormais au RHDP. Selon eux, après réflexion, le meilleur parti capable de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement, c'est bien le RHDP. Je prends l'engagement avec mes camarades de nous associer au nouveau pacte social du RHDP parce que nous pensons que c'est le nouveau remède qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Nous pensons que la jeunesse de Côte d'Ivoire doit suivre le RHDP et les idées du président de la République parce que c'est le facteur gagnant. Nous avons reçu, de là où nous venons, trop de miel dans nos oreilles que dans nos bouches. Nous sommes fatigués de souffrir, nous sommes fatigués de toujours être dans la rue, nous voulons être responsables. Le vice-président du RHDP chargé de la région de l'Est s'est réjoui de cet engagement politique des jeunes. Il les a assurés qu'ils ont fait le bon choix en adhérant au RHDP. Tout ce déferlement vers le RHDP, pourquoi? Parce que c'est la politique réaliste du président, c'est la politique du développement. Pascal Kwaku-Abina a profité de l'occasion pour exhorter ses parents de l'Indénie Guablin, encore réticents, à le suivre au RHDP. Au moment où tout se dépeuple autour des uns et des autres, ils disent que c'est maintenant que les choses marchent chez eux. Il faut se donner bonne conscience. Sinon, rien ne marche là-bas. Les nouveaux adhérents au RHDP se sont engagés à sillonner tous les hameaux et villages de la région de l'Indénie Guablin afin de convaincre les populations à les rejoindre dans leur nouvelle formation politique. Le parti leader est désormais au RHDP. Ce parti s'active sur le terrain pour la victoire du RHDP en 2020. Pour y parvenir, il a élaboré plusieurs stratégies, dont la proximité et le corps à corps. C'est un reportage d'Éric Goré. Leader fait partie des formations politiques de l'opposition qui ont rejoint le RHDP pour sa politique sociale. En plus d'avoir intégré le RHDP, Leader veut œuvrer efficacement pour la victoire de cette coalition en 2020. Sa stratégie, la proximité.
rencontrer les militants et leur demander d'être réalistes. Un président qui est prêt pour toute ta population et il travaille, pas pour lui-même, il travaille pour les Ivoiriens et nous avons vu le travail abattu. Nous sommes fiers de lui. Le président Alassane Ouattara est en train de changer la figure de Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, je prends le tronçon Yamoussoukro-Daloa qui est en pleine réhabilitation. Je vois le pont de Boisflé qui a complètement changé, qui est devenu un nouveau pont ultramoderne. Je vois les infrastructures routières qui se développent partout en Côte d'Ivoire, dans le nord, dans le sud, à l'ouest, partout en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de proximité commence par la commune d'Anyama. Elle s'étendra dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Du siège, nous avons trois grandes villes que nous allons parcourir. À Yamoussoukro, qui va prendre en compte les différentes régions du Nzi, du Hambol, du Beké, du Tchologo et du Poro. Ensuite, nous serons à Man pour tout le Grand Ouest, Kavali, Guémon, Tonkpi, Kabadougou, Folon et ainsi de suite. Et puis nous allons terminer à Bassam avec ceux du Sud Komoué, Gontougou et la région de Lamé. Leader entend jouer pleinement sa partition, chercher ses militants dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour faire passer le message. Autre actualité ce soir, la ville de Grand-Bérébi paralysée, magasins et boutiques fermés, marchés vides, des tables renversées, aucun véhicule de transport à la gare routière, des rues désertes. Selon des habitants de la ville, un homme pris pour un voleur aurait été tué dans une plantation située dans le village de Ouasso. En représailles, des individus ont manifesté en paralysant la ville. Pour l'heure, pas de perte en vie humaine. Le gouvernement apporte sa compassion aux victimes et appelle au calme. Un extrait au micro de Sam Kona. Au nom du président de la République, garant de la stabilité en Côte d'Ivoire, au nom du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et de la ministre de la Solidarité, vous dire pardon et vous dire Atita, Atita, Atita. Je crois que dans une circonstance pareille, c'est le premier mot. En tant que membre du gouvernement, même si j'ai mal du désordre qui a pu se produire, je vous comprends. Je vous comprends dans la mesure où on dira, il y a 4 mois, ça fait 3 fois. Vraiment, c'est trop. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on retient, c'est que ça fait 3 fois. Mais en même temps, ce que je voudrais dire face à cette situation, c'est que vous et moi, nous devons comprendre que quand il y a des problèmes quelque part et que la colère dépasse notre pensée, ça devient mauvais pour nous-mêmes. On en vient à cette découverte pour le moins insolite en images. 4 éléphants ont été retrouvés bien vivants dans la ville de Méagui. Les 4 pachydermes seraient venus de la région de la Nawa, selon des témoins du parc national de Taï. Dans la ville de Méagui, c'est un spectacle. Les faits avec Eugène Atoubé dans nos prochaines éditions. Maintenant, avoir une idée de l'actualité internationale de cette semaine, les résumés avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Les liaisons aériennes entre la Russie et la Géorgie sont suspendues à partir de ce lundi 8 juillet. Cette interruption a été décidée par Moscou à la suite du mouvement de protestation ayant surgi dans la capitale géorgienne le mois dernier. Des manifestations qui incriminaient l'influence de la Russie dans la politique intérieure et que le Kremlin a qualifié de provocation russophobe. Le mandat du président algérien par intérim arrive à son terme ce mardi 9 juillet alors qu'aucune élection présidentielle n'est encore prévue. Si le Conseil constitutionnel a déjà prolongé sa fonction jusqu'à la passation de pouvoir, beaucoup critiquent ce flou constitutionnel. Ainsi, Abdelkader Ben Salah ne peut plus se prévaloir constitutionnellement car il avait été nommé après la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Au cœur d'une tempête diplomatique, l'ambassadeur britannique aux États-Unis Kim Darroch a annoncé sa démission ce mercredi 10 juillet. En cause, la fuite de câbles diplomatiques dans lesquels il qualifie Donald Trump d'instable et d'incompétent. Theresa May, qui quittera ses fonctions à la fin du mois, lui avait renouvelé son soutien. Prenant acte de la démission de l'ambassadeur, elle a exprimé ses regrets. Ce jeudi 11 juillet, le général Jamal Omar, membre du conseil militaire au pouvoir, a annoncé une tentative de coup d'État. Selon lui, figurent parmi les putschistes des soldats de l'armée ainsi que des membres des services de renseignement dont certains retraités. Il a ajouté que 12 officiers et 4 soldats avaient été arrêtés. Une enquête est en cours pour déterminer qui est derrière cette tentative de putsch. Malgré la mise en garde répétée des États-Unis d'Amérique, la livraison controversée de missiles russes S-400 à la Turquie a commencé ce vendredi 12 juillet. Ces missiles, pour rappel, sont incompatibles avec le système de défense de l'OTAN. Le Pentagone craint notamment que les S-400 dotés d'un puissant radar ne parviennent à déchiffrer les secrets technologiques de ces avions militaires dernier cri. Les Hongkongais testent une nouvelle forme de protestation ce samedi 13 juillet, après avoir recouvert les murs de la ville avec des messages de soutien aux manifestants qui réclament le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Ils visent cette fois le pouvoir bancaire et en particulier la Bank of China. L'action est avant tout symbolique. Les manifestants veulent paralyser l'activité de ce monstre financier. Un fort séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a secoué ce vendredi l'archipel des Moluques en Indonésie, informe l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Les autorités évaluent la situation, mais il n'y avait pas d'informations sur d'éventuelles victimes ou dégâts dans l'immédiat. Le dernier en date a eu lieu le 24 juin dernier. Un séisme de même magnitude avait alors secoué l'est du pays. Et c'est la fin de ce 20h, la seule édition de ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Moi, je vous retrouve le week-end prochain, si Dieu le veut. Bonne soirée à tous.